Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 10 mai 2025. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 10 mai, nous recevons Monique Vignol, le vice-présidente de l'association Polio Québec. Bonjour Monique. Bonjour, M. Norbert. Merci de nous recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Puis en passant, votre musique est excellente. Plaisir partagé. Le thème de notre émission de ce jour, c'est l'histoire d'une femme qui traverse la poliomyélite. Oui. La poliomyélite ou polio est une maladie virale très contagieuse qui a causé des ravages dans le monde entier, en particulier au cours du XXe siècle. Oui. Ces ravages historiques à travers le monde sont légion avant les années 1950, dites encore période pré-vaccinale. La polio a frappé essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Les épidémies étaient régulières dans les pays développés et en développement. La polio provoquait des paralysies irréversibles, souvent aux jambes et parfois la mort si les muscles respiratoires étaient atteints. Aux États-Unis, par exemple, l'épidémie de 1952 a été la plus importante. Près de 60 000 cas, dont plus de 3 000 morts. Dans les années 55, le vaccin de Jonas Salk puis celui d'Albert Sabin ont radicalement changé la donne. Des campagnes de vaccination massive ont permis de réduire drastiquement des cas dans les pays industrialisés. L'initiative mondiale pour l'éradication de la polio a été lancée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et Rotary International. En 1988, environ 350 000 cas par an dans plus de 125 pays. En 2024, moins de 200 cas dans seulement 2 pays endémiques, l'Afghanistan et le Pakistan. L'Afrique a été déclarée exemple de polio sauvage en 2020. Plus de 20 millions de cas de paralysie évités grâce à la vaccination. En dépit de toutes ces avancées, les difficultés demeurent. Résurgence des cas dus à des conflits, au refus de vaccination et à des infrastructures de santé déficientes. Des cas de polio dérivés du vaccin PVDV apparaissent aussi dans des zones de faible couverture vaccinale. La surveillance reste cruciale pour éviter un retour global de la maladie. Aujourd'hui, nous allons écouter une grosse victime de cette pandémie. Vice-présidente de l'association Polio Québec, une organisation à but non lucratif, elle a décidé de consacrer sa vie à la sensibilisation sur ce fléau. Bonjour Monique. Bonjour. Monique Vigneault, c'est l'histoire de cette femme qui a bravé et traverse encore la polio, une histoire saisissante et émouvante. En septembre 1959, à Chaumédé-Laval au Québec, dernière d'une famille de 3 enfants, elle a 3 ans à l'époque. Elle naît des parents trop extraordinaires, natifs des îles de la Madeleine. Un certain après-midi, elle dit à sa maman, j'ai mal au cœur et à la tête, je ne vais pas bien. Sa tendre maman va lui demander de s'allonger dans son lit. Je viendrai te voir bientôt, murmure-t-elle. Elle tombe en s'y rendant et sa maman vient la relever. Elle arrive et lui dit, on ne fait pas de blagues comme ça. Monique. Oui. Est-ce que c'était une blague? C'était pas une blague. C'était pas une blague, c'était une paralysie, effectivement, qui est arrivée presque instantanément. Racontez-nous l'histoire. Oui, l'histoire, moi je suis ici surtout pour parler de l'association Post-Polio qui nous aide tellement, l'association Polio Québec. Moi, mon histoire, je la trouve pas plus extraordinaire qu'une autre parce que j'en ai entendu des
des différentes, hein. On vit tout ça différemment. Moi, mon histoire, elle n'est pas vraiment compliquée. Moi, en réalité, j'ai été vaccinée. J'ai eu la polio en 1959. J'ai eu un vaccin, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de recevoir la deuxième dose. Alors, je l'ai eu comme entre deux doses. Alors, ça m'a causé, bien sûr, une paralysie infantile à la jambe gauche. Et j'ai été hospitalisée à l'hôpital Pasteur dans ce temps-là, à Montréal. Il y avait une grosse épidémie. Et j'ai été plusieurs mois sans voir mes parents. Je pense que ça l'affecte n'importe quel enfant. Mais c'est surtout toutes les chirurgies que j'ai subies. Mais c'était d'excellentes idées, d'excellentes chirurgies parce que j'ai eu des soins absolument extraordinaires au Québec, à Montréal, entre autres, et dans les alentours. J'ai toujours été suivie avec des médecins très compétents qui étaient là. Donc, suite à la paralysie, j'ai quand même été à l'école, ce qu'on appelle l'école normale, qui n'était Ouais. pas une école pour personnes handicapées, bien sûr. Et j'ai toujours fait ma vie avec la polio. Et je ne me suis pas vraiment intéressée à ça au début. C'est plus en vieillissant et maintenant à la retraite que lorsqu'on écoute les gens parler et que j'ai joint Polio Québec, et surtout, je suis suivie à l'Institut neurologique de Montréal, et je ne suis pas la seule, nous avons une clinique post-polio là-bas. Mais le problème avec la poliomyélite, c'est qu'on essaie effectivement de donner les meilleurs soins qu'on a présentement. Nous, nous sommes des survivants de la polio. Mais ce qui est encore le plus important à savoir à propos de la poliomyélite, c'est qu'en vieillissant, les personnes développent ce qu'on appelle un syndrome post-polio, qui est un syndrome, donc, différentes douleurs, différents chez chaque gens, mais ça peut même aller jusqu'à la paralysie. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes ont eu la poliomyélite dans leur enfance. Et croyez-le ou non, souvent les parents disaient c'est pas important, ça va passer, c'est pas trop grave. Il y a même des enfants qui ont eu la polio et qui ne l'ont jamais su et qui aujourd'hui, après 40, 50, 60 années, se retrouvent avec un syndrome post-polio en fauteuil roulant, plus capable de marcher, et c'est à l'Institut neurologique qu'ils sont traités. Et maintenant, c'est la nouvelle réalité des survivants de la poliomyélite. Voilà. Monique, est-ce que vous Alors, pensez que cette épidémie-là est en train d'être éradiquée dans le monde en général et au Québec en particulier? malheureusement pas. On sait bien qu'au Canada, ça va quand même bien. Et comme vous dites, en Afrique aussi, c'est éradiqué. Mais comme on dit souvent aux gens, quand on parle de la poliomyélite et des services qu'on offre, c'est que nous, ici à Montréal, nous, entre autres, nous recevons beaucoup de personnes qui arrivent des autres pays et eux, ils arrivent avec la poliomyélite qu'ils ont eue dans leur pays et ils ont besoin de services et nous allons les orienter. C'est ceux-là qu'on veut aider, les victimes de la poliomyélite. Et quand on parle d'éradication, c'est très, très inquiétant ce qui se passe présentement. La guerre, la bande de Gaza, la salubrité là-bas qui ne peut pas être maintenue. Alors, c'est sûr qu'on a des éclosions de poliomyélite, là. C'est sûr et certain, puis c'est une maladie qu'on ne veut pas qui revienne. Mais parce que ça touche, comme vous dites, principalement les enfants, et c'est quelque chose qui vous suit toute une vie. Alors, nous sommes là pour aider les gens. Nous avons une vision de l'association qui vise vraiment à aider les personnes atteintes de la polio, du syndrome post-polio. Alors, on veut vraiment être la meilleure source d'aide pour aider ces personnes-là. Très Et bien, nous nous allons avons bien parler sûr, maintenant de l'association oui, Polio Québec, bien dont sûr, vous bien êtes sûr, la vice-présidente. La exactement. vie d'une association n'est pas toujours aisée. Pourtant, après 36 ans, Oui, vous êtes encore actif et déterminé plus que jamais à répondre aux besoins des membres. Quelle, absolument. Oui, quelle est la mission principale de Polio Québec? d'accord. Alors, oui, Polio Québec existe. Ben, c'est la 40e année, cette année, de Polio Québec.
Et nous avons un tout nouveau conseil d'administration. Nous avons une présidente absolument extraordinaire, mais du nouveau monde dans notre centre, notre conseil d'administration. Des gens qui ont eu la polio, bien sûr, mais aussi d'autres gens qui se sont joints à nous, des personnes bénévoles. Alors, notre CA est très actif et très impliqué dans la société. Comme je vous disais, ce qu'on veut surtout offrir, c'est les meilleurs services aux personnes qui ont eu la polio. Et par le fait même, ben, avec notre association, nous offrons beaucoup d'activités. Entre autres, on a les cafés rencontres qui se font sur Zoom. Alors, on a Zoom en anglais. Et bien sûr, les gens qui deviennent membres de Polio Québec, je vous donnerai l'information tantôt, reçoivent le email et nous avons toujours, tous les mois, il y a des Zooms en anglais, café rencontre qu'on appelle, et il y a aussi un Zoom en français. Ce n'est pas le même, ce n'est pas tout à fait le même groupe, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de discussions qui se font là-bas et c'est toujours un plaisir de voir des semblables à soi. On pense toujours qu'on est seul à avoir eu ça. Et quand on regarde et qu'on voit des gens qui ont passé par où nous sommes passés, qui sont rendus où nous sommes rendus, c'est extraordinaire. Alors, on a vraiment une belle dynamique là-bas et vraiment l'association est en plein développement. On a plein d'idées. Je vous parlais des Zooms français, mais nous avons aussi du yoga sur chaise, qui est extraordinaire pour les gens qui restent à la maison, assis sur votre chaise ou dans votre fauteuil roulant. On peut faire du yoga de belle façon. Et c'est absolument gratuit. On fait ça avec l'écran ou notre téléphone ou le portable et c'est vraiment apprécié ça aussi. Nous avons bien sûr un site Internet et nous avons le Folio Polio qui raconte des histoires, des survivants, qui donne de l'information et qui est maintenant disponible en ligne sur notre Facebook de l'association. Alors, c'est à peu près ce que nous faisons pour l'instant, mais ce qu'on souhaite, c'est faire connaître notre association parce qu'on sait qu'il y a des personnes avec la poliomyélite qui ne sont pas au courant de notre association. J'ai d'ailleurs, la semaine dernière, fait une porte ouverte à l'Institut neurologique de Montréal. J'ai été reçue par mon médecin qui me suit et je suis restée pour faire une porte ouverte pour rencontrer les gens qui avaient la polio. Et je peux pas vous dire comment est-ce que les gens que j'ai rencontrés étaient contents de savoir qu'il existait une association. Et on trouve aussi que le corps médical n'est pas vraiment bien éduqué sur la polio et le syndrome post-polio. Parce que, vous savez, M. Norbert, nous, les victimes de la poliomyélite, on a des besoins particuliers, que ce soit au moment des chirurgies, on peut avoir besoin de plus de médication, de plus de couverture chaude. Alors, c'est des choses que les médecins devraient être au courant de comment on se sent et comment on fait quand on a eu la polio, quand on est des victimes ou des survivants de la poliomyélite. Voilà. Il faut aussi dire que dans votre conseil d'administration siègent des médecins spécialisés en post-polio. Exact. Quel est leur rôle? Oh, son rôle est très intéressant. C'est d'ailleurs le médecin qui nous suit à l'Institut neurologique de Montréal, qui nous fait un rapport à tous les conseils d'administration. Et à l'Institut neurologique, c'est principalement pour la recherche. Ils ont fait une recherche, je crois que c'était sur 300 patients, et ça a été sur plusieurs années. Maintenant, on ne peut pas dévoiler exactement ce qui est sorti de ça, mais à part vous dire que ça semble positif. C'est les dernières nouvelles que nous avons eues, qu'il y avait eu une amélioration pour certaines personnes de la polio, pour les personnes, de la polio qui avaient été traitées. Leur endurance était plus élevée au moment leur endurance était plus élevée après l'expérience qu'avant.
Mais maintenant, ce sont des recherches qui coûtent des sous, qui vont devoir être encore suivies. On en a encore pour plusieurs années, mais c'est très encourageant de voir qu'il y a de la recherche qui se fait et que ça sort de côté positif, surtout. Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a une prise en charge effective des personnes ayant été atteintes de la post-polio? Absolument, absolument. Notre médecin à l'Institut neurologique, ben, c'est le docteur Daria Trojan. Le C'est mon docteur Trojan, aussi. oui, elle est médecin. Oui, c'est une dame. Elle est en charge de la clinique polio, mais elle travaille avec d'autres médecins aussi, bien sûr. Et elle reçoit principalement des patients atteints de post-polio. Des patients qui sont complètement démunis parce que, comme je vous dis, souvent, ils ne savaient même pas qu'ils avaient eu la polio et ils se retrouvent aujourd'hui complètement atterris de voir ce qui se passe dans leur vie. Alors, nous, on est là parce que la plupart, on a tous développé un syndrome post-polio, mais tous différents. Et on est là et on reçoit des bons soins, on s'échange des trucs, ça va super bien. On est content d'être là. Monique, vous avez dit tantôt qu'il y a un problème de sensibilisation pour faire connaître votre association. Est-ce qu'il ne serait Exact. pas, par exemple, judicieux d'aller vers des communautés qui sont déjà installées au niveau du Québec pour en parler davantage aux immigrants qui pourront être intéressés par ce que Polio Québec fait? Absolument, vous avez tellement raison, Monsieur Norbert. C'est un de nos objectifs. Nous avons deux membres du conseil d'administration qui sont excellents là-dedans. Ils vont nous faire, ils se déplacent pour faire des portes ouvertes, mais surtout pour rencontrer exactement comme vous dites. C'est là que nos gens sont dans les associations, pardon. Pour les personnes immigrantes qui arrivent ici. C'est là qu'on recrute le plus de gens et c'est important pour nous de se faire connaître là-bas et de faire connaître nos services. Comment devenir membre? Devenir membre, ce n'est pas vraiment compliqué et ça nous fait tellement plaisir quand quelqu'un nous appelle pour devenir membre, que ce soit quelqu'un qui a eu la poliomyélite ou qui connaît quelqu'un ou qui veut s'impliquer sur le sujet. Pour devenir membre, notre association, elle est située au 3500 boulevard des Caries à Montréal. Donc, les bureaux sont accessibles. Il y a toujours de l'information là-bas. On a 2 employés à temps plein qui sont là. Et je vais vous donner le numéro de téléphone qui est le 514-489-1143. Et c'est le numéro de téléphone si vous voulez vous inscrire. On a aussi un numéro sans frais que je vous répéterai à la fin de l'émission si vous voulez bien. Et oui, bien sûr. Et sinon, on peut simplement écrire à association@polioquebec.org et nous allons vous faire parvenir un formulaire d'inscription demandant des renseignements. Et je dois mentionner que depuis 2 ans, c'était gratuit. Mais depuis cette année, nous avons décidé de remettre les frais d'inscription à 20 $. Donc, c'est 20 $ pour l'année pour participer au yoga, à toutes les activités. Et nous avons aussi souvent un souper en présentiel où on invite nos membres et c'est tellement extraordinaire de les rencontrer. Alors, un simple coup de téléphone au 514-489-1143. La personne qui va vous répondre, c'est la directrice qui s'appelle Amita. Alors, Amita, elle va être super contente de recevoir vos appels. Elle va vous faire parvenir les formulaires ou les remplir avec vous au téléphone, si vous le désirez. Je vais quand même vous donner le numéro sans frais, qui est le 1-877-765-4672. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient membre chez nous. Puis on espère que vous allez vous joindre à nous en grand nombre. Et par quel moyen payer les 20 $, Madame Monique?
Mais justement, je suis contente que vous m'en parliez parce que ça présentait des fois, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le 20 $? On le paye en comptant, on fait un chèque. Nous sommes avec un organisme absolument extraordinaire qui s'appelle Canada Don. Alors, nous allons sur Canada Don et tout de suite, on peut voir Polio Québec, le 20 $. On peut le payer de cette façon-là, à travers Internet, avec une carte de crédit, sans problème. Avec Canada Don, pour nous, c'est beaucoup plus facile, et pour tout le monde, je crois, que de manipuler de l'argent. Et ça fonctionne très bien. Vous allez avoir votre reçu immédiatement en plus pour vos impôts. Plusieurs moments déterminants ont marqué votre évolution, portée par de nombreux bénévoles motivés à aider, à informer et à soutenir les membres. Parlez-nous de l'apport des bénévoles à l'association Polio Québec. Oh, c'est tellement important, nos bénévoles. Nous sommes tellement contents. Nous allons chercher des bénévoles pour nous aider aussi, mais je crois qu'ils sont recrutés au bureau des bénévoles de Montréal. Mais nos membres du conseil d'administration font aussi beaucoup de bénévolat. Je pense en particulier, je crois, un membre qui est chez nous, que vous connaissez bien dans notre conseil d'administration, M. Azidine. Ouais. Monsieur Azidine, pour nous, c'est un gros plus parce que c'est toujours lui qui va nous chercher les personnes immigrantes qui arrivent d'ailleurs. C'est lui-même étant natif d'un autre pays, victime de la polio aussi. Il est extrêmement impliqué. On ne pourrait pas se passer de lui. Et c'est de cette façon-là. Lui, il va toujours faire des portes ouvertes partout où il peut rencontrer des nouveaux arrivants. C'est très, très, très important. Et comme je vous dis, nous avons aussi beaucoup des bénévoles qui nous aident au niveau informatique, qui font des choses pour nous tout à fait gratuitement. Et c'est toujours apprécié d'avoir leur expertise. Voilà. Alors, Madame Monique, quelles sont les conséquences sociales, selon vous, pour les personnes atteintes de la polio? Les conséquences sociales. Bon, ça dépend toujours à quel âge qu'on commence. C'est certain que quand on est enfant, adolescent et qu'on se trouve pas comme les autres, souvent on va avoir une estime de nous qui va être un peu plus bas que les autres, même si on est bien débrouillard. Maintenant, pour le travail, c'est la même chose. Ce n'est pas tous les travails qu'on peut effectuer. Moi, dans mon cas, j'aurais tellement aimé être professeur d'école et maman me disait tu peux pas parce que tu vas devoir être debout toute la journée. Mais finalement, c'est correct. Je me suis réorientée vers autre chose. J'ai fait carrière et c'est parfait. Mais je crois qu'il faut tenir compte du métier qu'on fait, du métier qu'on choisit, du travail qu'on va faire, parce que oui, le physique, nous sommes quand même en situation d'handicap. Pas tous pareils, certains plus que d'autres, mais dans l'ensemble, nous avons tous une difficulté à nous déplacer, à marcher. Au niveau des jambes, souvent, c'est là que ça se passe. Alors, c'est pas des emplois où on peut avoir beaucoup de marches, ou ça va être souvent des emplois sédentaires, mais des emplois très, 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 très gratifiants pour nous quand même. Et vous parlez du social, on a tous des conjoints et des conjointes. Et ces conjoints et conjointes-là, est-ce qu'on les considère comme nos conjoints ou sont-ils des aidants naturels? On ne sait pas jusqu'où est la limite, finalement. Mais je peux vous dire que nos conjoints et nos conjointes sont vraiment des gens exceptionnels pour nous accepter tel qu'on est. Et vivre avec une personne qui, la plupart du temps, ne peut pas faire de sport non plus. Alors, c'est sûr, si vous rencontrez un garçon, puis il vous dit, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le sport, non, je pense que ça ne fonctionnera pas. C'est plutôt ce côté-là au niveau social. Est-ce que vous avez remarqué une différence de prise en charge entre les personnes atteintes de polio en Europe ou alors
au Canada par exemple, et celles qui ont la même situation dans les pays sous-développés, par exemple en Afrique? Oui, effectivement, j'ai rencontré il y a quelques années, grâce à Polio Québec, nous avons rencontré un journaliste algérien, un monsieur extraordinaire qui a eu la polio dans son pays, bien sûr. Il nous a parlé de la situation de la poliomyélite en Algérie. Et c'était très intéressant. Ce monsieur-là, je pouvais pas croire. Il nous a dit qu'il a été transféré, lui et 6 ou 7 autres de ses amis, parce qu'il avait 6 ou 7 ans à l'époque. Il a été transporté en Europe, en France, pour être soigné. Alors, c'est bien qu'il ait reçu ces soins-là en Europe. Et il me dit qu'il est resté à l'hôpital en France 15 ans de temps. Vous avez bien compris, 15 ans, 15 années d'hospitalisation en France pour la poliomyélite. Mais il a réussi à faire ses études, il est journaliste, il a été à l'école là-bas, donc il a été extrêmement bien soigné en Europe. Et on l'écoutait parler et moi, je lui parlais des soins que nous, on a reçus au Canada. C'est vraiment formidable. C'est formidable, les opérations, les suivis, le centre de réhabilitation de Montréal, tout ce qui a été fait pour nous à Montréal, c'est vraiment extraordinaire. En Afrique, je peux pas vraiment parler. Je sais qu'il y a beaucoup de cas en Afrique aussi, parce que nous sommes à Polio Québec avec Polio Afrique aussi. Et d'ailleurs, nous sommes avec un organisme qui fournit des fauteuils roulants pour l'Afrique. Ça s'appelle Crushes for Africa, quelque chose comme ça. On envoie des fauteuils roulants, des choses comme ça. Alors donc, en Europe, probablement un très bon suivi, au Canada aussi. Et on m'expliquait que je dis en Europe, mais c'est pas partout, certains pays, le journaliste à qui j'ai parlé me dit qu'il avait rencontré une dame qui marchait sur ses bras depuis 25 ans parce qu'elle avait jamais eu accès à un fauteuil roulant. Il est allé lui porter un fauteuil. C'est presque pas possible d'entendre des choses comme ça en 2025, mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Donc, ici au Québec, nous avons vraiment une grande expertise pour les soins de la polio. Donc, les gens pour la polio, post-polio qui sont suivis ici à Montréal, excellent service, suivi, orthèse et tout ce qu'on a besoin. Si je comprends bien, le champ de compétences de Polio Québec se limite au Québec. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Polio Québec d'aller vers l'Afrique subsaharienne, par exemple, travailler avec ces personnes handicapées qui ne peuvent pas avoir aussi accès à des soins de bonne facture, comme c'est le cas au Canada et en Europe? Absolument, absolument, je vous comprends très bien. C'est pour ça que jusqu'il y a quelques années, on s'appelait Polio Québec. Nous sommes encore Polio Québec, mais maintenant, nous sommes aussi Polio Afrique, Polio Mexique, Polio plusieurs pays. Ce que nous faisons présentement, ce sont des Zooms. Un Zoom avec Polio Afrique, Zoom avec Polio Mexique et d'autres pays, et on peut entendre la détresse de ces gens-là. Alors, la présidente qui s'occupe de ça, qui est vraiment extraordinaire, et son nom est Mona Arsenault, elle s'occupe surtout de Polio International, mais de Polio Québec aussi, bien sûr, et elle est capable d'aller chercher des médecins qui sont sur Zoom en même temps que ceux qui ont la polio et de les mettre en contact et surtout de les informer sur ce qui se passe avec la poliomyélite présentement. Alors oui, notre but, ce n'est pas que Polio Québec. Nous, on veut donner des soins et des services et surtout les mêmes services partout dans tous les pays qui ont eu la poliomyélite et qui ont des victimes de la polio. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu que toutes les personnes atteintes de la post-polio au Québec bénéficient toujours de l'inclusion sociale adéquate? Je le souhaite, je le souhaite. Je peux vous dire que moi, personnellement,
Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon travail, mais je n'ai jamais été, j'ai senti aucune discrimination. Bien sûr, je marchais moins vite que les autres, mais je suis certaine que si on m'a embauché, c'était pour mes qualités et pas pour ma condition physique. D'ailleurs, je me suis jamais senti, j'ai jamais senti quoi que ce soit de ce côté-là. Je vais vous dire honnêtement, j'ai toujours fait ma vie et je pensais même pas que j'étais une personne handicapée. C'est comme en vieillissant, puis avec le syndrome post-polio, puis voir les autres survivants de la polio, que je me dis, OK, c'est ça qui se passe, là. Alors, moi, j'ai pas senti ça. J'espère que c'est quelque chose qui arrivera jamais. Parce qu'on sait bien qu'une condition physique n'altère pas la condition mentale. Alors, pour le travail et tout. Alors, il faut pas que ces choses-là se produisent, bien sûr. Ce sont des gens comme vous, comme moi et comme tout le monde. On est comme tout le monde. Nous sommes en situation d'handicap. C'est pas pareil. On est capable de faire le travail que l'on veut faire. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes en situation de handicap que nous sommes voués à la fatalité? Ben, j'espère que non. C'est pas comme ça, faut prendre ça. Non, la fatalité, c'est pas correct, c'est jamais fini, ça. La fatalité, pour moi, fatale, c'est fini. Non, non, c'est non. Non, non. Là, on vit une nouvelle étape. Les gens se retrouvent avec le syndrome post-polio. Et comme je vous dis, c'est pas tout le monde non plus, là. Et il y en a que c'est moins grave que d'autres, là. Mais il faut pas penser à la fatalité. Puis oui, il faut engager des personnes à mobilité réduite. C'est tellement important. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été victime et j'ai pas vu de la non-inclusion. Je n'ai pas vécu ça. J'espère que j'aurai jamais l'occasion de voir ça non plus. Nous allons souffler un peu en musique et nous revenons juste quelques secondes après. Le temps pour vous, Monique, d'aller prendre un verre d'eau ou un café. Juste après. D'accord. 1 minute, pas Parfait. plus. Excellent. Merci. Y a pas moyen dans la vie, il faut simplement travailler. Travailler. Travailler, c'est ça la vie. Jacounde, qu'est-ce que tu vas faire là, voilà? Avant Bombay. Y a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Parti Gabon, y a pas moyen. Gabon, moi parti Congo. Au Congo Braza. Congo, moi parti Congo encore. Zaïre Yamboka. Quitte Zaïre parti Lomé. Y a pas moyen. Lomé, moi parti Mali. Chez mon ami Diallo. Quitte Mali, moi parti Burkina Faso. Y a pas moyen. Burkina, moi tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou. Atekiki. Aroni pour Nigeria. Y a pas moyen. Lagos, ma partie Sénégal. À Dakar, décide de non traverser pas comme tomber Paris. On a vu tout faire, voilà. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. Yeah. Ah, mon grand-père avait raison, hein. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoutez-moi bien, c'est très important. Auditrices, auditeurs à travers le monde entier, vous êtes sur Migration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 10 mai 2025, nous recevons Madame Monique Vignol, vice-présidente de l'association Polio Québec. Bonjour Monique. Rebonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai, l'État fait un peu beaucoup pour des personnes à mobilité réduite et plus précisément des personnes atteintes de syndrome post-polio, mais il n'en demeure pas moins qu'on continue d'observer une certaine discrimination
visant les personnes à mobilité réduite dans l'attribution des logements, des emplois et autres. C'était racisme systémique aussi. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que Polio Québec devait de plus en plus se pencher sur ces fléaux-là? Bien sûr, c'est extrêmement important ce que vous dites. Ça fait partie de notre public cible aussi, là. On est là pour ceux qui ont eu la polio, qui ont le syndrome post-polio, mais et aussi, comme je vous disais, là, pour ceux qui connaissent un parent ou un ami, mais on est aussi là pour la défense des droits des personnes atteintes de la polio. Et ici, on sent qu'il y a du racisme, ou pas du racisme, mais ben, que ce soit pour l'emploi ou n'importe quoi, ben, on vous prie d'appeler à l'association. On est là. C'est certain on va défendre les, je ne sais pas si présentement ils ont reçu des appels à ce sujet, mais définitivement, je crois que vous faites partie de notre public cible et ça serait important de communiquer avec l'association à ce moment-là. Et oui, nous sommes là pour défendre les droits des personnes en situation de handicap afin qu'il n'y ait aucune discrimination en logement ou en emploi. Ça, c'est certain. Est-ce que vous avez eu des cas, vous avez eu à connaître des cas des personnes post-polio qui ont été discriminées au niveau de leur emploi, logement et autres? Pas encore, je dois préciser que ça fait à peu près moins de 3 ans que je suis avec le conseil d'administration. Donc, probablement que avant que moi j'arrive, ça a dû se passer, c'est sûr et certain, en souhaitant que ça allait diminuer. Moi, personnellement, depuis que je suis au conseil d'administration, je n'ai pas eu connaissance d'une telle discrimination. Je dis pas que ça n'existe pas. J'espère que ça n'existe pas, mais personnellement, non, nous n'avons pas eu de cas à régler à ce sujet. Madame la vice-présidente, quels sont les défis qui vous attendent, qui attendent l'organisation à but non lucratif post-polio à court, à moyen et à long terme? À court terme Oui, d'abord. alors, oui, bien sûr, notre objectif numéro un, les membres ont énormément diminué, surtout les membres francophones. Nous avons plusieurs membres anglophones, mais les francophones sont vraiment, vraiment en minorité. Et c'est pour eux aussi qu'on a fait un café rencontre sur Zoom en français et ça va très bien. Donc, pour nous, d'augmenter les membres, ce serait très important. Nous ne sommes pas une grosse organisation. Nous sommes une organisation, comme vous le savez, à but sans lucratif. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour nous. Alors, augmenter le membership, c'était une de nos missions. Et la deuxième mission, qui bien sûr fait partie aussi des memberships, c'est de nous faire connaître. C'est pas tout le monde qui connaît l'association. Comme je vous ai dit, j'ai fait une porte ouverte à l'Institut neurologique où les gens sont traités puis ils savaient pas vraiment. Faut dire que c'est les 2 personnes que j'ai rencontrées venaient d'être diagnostiquées il y avait pas longtemps. Mais ils étaient tellement contents de savoir qu'il existait une association où on peut se regrouper. Alors, le membership, se faire connaître, c'est très important et donner accès aussi à polio dans les autres pays, comme je disais, polio Afrique, polio Mexique. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Notre expertise, il faut la partager. Les soins, les adresses, les bonnes adresses, toutes ces choses-là, c'est ça que vous allez trouver chez Polio Québec, des références qui vont pouvoir aider les gens. Alors, c'est la mission qu'on se donne pour l'instant, là, de vraiment là, aider les gens atteints de la polio et du syndrome post-polio. Là. On voudrait vraiment être la meilleure source d'aide pour ces personnes-là. Est-ce que vous avez toujours le soutien du gouvernement? Oui, bien sûr. Nous avons, moi je suis pas, c'est pas moi la comptable de l'association, mais oui, effectivement, nous avons des subventions du gouvernement. Heureusement, on pourrait pas donner les services qu'on a là.
avec 20 de contribution, bien sûr. Nous avons des subventions et c'est très, très, très strict et très, très bien suivi. La comptabilité est excellente et très bien suivie à Polio Québec. Une famille d'immigrants qui arrive au Québec, par exemple, et qui traîne avec elle un enfant atteint d'un syndrome post-polio, comment Polio Québec votre association pourra-t-il lui apporter de l'aide? Oui, je n'ai pas eu encore l'occasion de vivre ça, mais c'est certain que si c'est un enfant en plus, tous les traitements sont permis pour les enfants. Nous avons des orthèses sur mesure aujourd'hui avec une technologie absolument extraordinaire qu'on n'avait même pas il y a 10 ans. Et nous avons des places pour faire les souliers pour marcher, qui vont être faites sur mesure, qui vont être moulées autour du pied, de la jambe, des orthèses. Oui, si un enfant arrive, c'est certain qu'il va être dirigé vers les meilleurs soins, parce qu'ici au Québec, au Canada, au Québec, plus précisément, excellents hôpitaux, puis un très bon suivi. Et ces gens-là sont aussi encore suivis à l'Institut de réadaptation de Montréal, sur la rue Darlington à Montréal. Nous aussi, nous avons tous été nos appareils orthopédiques là-bas. Et ils continuent maintenant à recevoir des gens de la polio là-bas et à les aider. Alors, c'est certain que si on a des personnes qui arrivent d'un autre pays, qui ont eu de la polio dans leur enfance, qui veulent se renseigner, vous nous appelez. Si on a besoin, on va prendre un rendez-vous, on va vous aider, vous diriger pour prendre un rendez-vous avec le bon médecin. Et si c'est un enfant, toutes les chances vont lui être données pour que cet enfant-là puisse vivre le plus normalement possible avec le moins de séquelles physiques et psychologiques possibles. Est-ce que ce seront les mêmes soutiens que vous apporterez à une personne qui arrive ici, demandeur d'asile et atteint, par exemple, de syndrome post-polio? Absolument. Absolument, absolument, oui. Et j'espère que le téléphone va sonner et que les gens vont appeler. Absolument. Il n'y a aucun problème. Nous, on est là pour tout le monde et sans discrimination, bien sûr. Madame Monique, nous amorçons la fin de cette émission et nous allons vous poser une dernière question avant de nous séparer. Votre message de fin pour ces personnes-là qui nous écoutent en ce moment et qui vont bientôt cogner aux portes de l'association Post-Polio. Oui, j'avais pas préparé de message de fin, mais le voici. Alors, ne vous gênez pas. Premièrement, Monsieur Norbert, merci infiniment de nous avoir donné la parole et merci infiniment. Vous faites une différence pour l'association. Je vais aussi en profiter pour féliciter mon conseil d'administration qui se donne corps et âme. C'est tout bénévole, ils sont vraiment extraordinaires. On prend ça tellement à cœur. Et maintenant, les gens qui nous ont entendus, Norbert et moi, bien sûr, l'association Polio est là pour vous. C'est pour vous qu'on travaille, c'est pour vous qu'on fait du bénévolat. On veut vous voir, on veut vous entendre, on veut que vous nous téléphoniez et que vous deveniez membre. Et je vous remercie encore une fois de l'attention que vous avez apportée à l'association. Merci Monique pour ce mot de la fin. L'équipe d'Immigration FM, par ma voix, vous remercie d'avoir honoré de ce grand rendez-vous médiatique. Ça me fait plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre notre émission en direct, vous les retrouverez sur toutes nos plateformes. Et bien entendu, l'enregistrement de cette émission sera envoyé à l'association Polio Québec. Oh. Merveilleux. Merveilleux. Alors, sur ce point, nous vous disons au revoir. À la technique, c'était bien entendu Alain Ziggy. Et à la présentation, Norbert Ngantichana. À la prochaine, si Dieu le veut. Merci infiniment. Au revoir.